Je suis assez d'accord. Le dernier mot aux historiens, peut-être. On passe maintenant aux élections européennes. Alors, elles sont loin, c'est dans 8 mois. On vous pose la question d'un point de vue, savez-vous déjà pour qui vous voterez? À ce sujet, Le Figaro publie demain les résultats d'un premier sondage au Doxa. Donc, bien sûr, ce n'est qu'un baromètre, mais il donne des indications intéressantes. On vous en dévoile une. Le Rassemblement national, nouveau nom donc du Front national, talonne La République en marche et le Modem associé. Il est à 21%, alors que République en marche et Modem font 21,5% à eux deux. Alors, une question déjà toute simple. Est-ce que ça vous surprend, Yvan, ce résultat à 8 mois des élections? Vous allez me dire, c'est loin, on a le temps d'en reparler. Mais... Non, ça ne me surprend pas parce que moi je reprends dans le fond l'opposition qui a été proposée par le président de la République entre les progressistes et ce qu'il appelle les conservateurs. Parfois il les appelle les populistes. Moi je me range très volontiers dans le camp des conservateurs, ça ne vous étonnera peut-être pas, voire même des populistes. Si vraiment les populistes, cela veut dire redonner la place et la parole au peuple oublié, je ne pense pas avoir un scoop là-dedans. Et donc, je crois qu'en effet, les élections européennes vont se fracturer sur ce thème-là, me semble-t-il. Mais simplement, les conservateurs, cela englobe non seulement la droite républicaine, mais cela englobe également l'extrême droite. Donc, quand vous voyez que le Rassemblement national, et quand vous voyez que le Rassemblement national plus les Républicains forment maintenant, alors je n'ai plus exactement mais ça, très largement déjà la majorité, on s'imagine s'ils faisaient cause commune, le raz-de-marée que cela pourrait procurer. Donc voilà, Rassemblement national de 21, Républicains les 14. Républicains sont à 14, hein. Oui. Donc c'est pas tout à fait... Ils sont très largement en tête, et debout la France encore plus. Donc vous voyez bien que toute cette droite-là, qui pour l'instant est disséminée, si elle arrivait à s'accorder, à se coordonner dans ce grand rassemblement dit des conservateurs, que j'appelle de mes voeux, ça clarifierait naturellement les choses et l'on verrait qu'effectivement le camp progressiste, c'est un camp qui est devenu très minoritaire et que le vent de l'histoire porte ces populistes-là qui pour moi, encore une fois, ne sont pas des fascistes. Les fascistes, je ne les aime pas plus que vous, mais simplement les populistes m'intéressent beaucoup dans la mesure où ils réveillent la démocratie. On verra un peu plus tard, parce que le sondage donne aussi quelques indications sur les motivations du vote, enfin sur les thèmes qui... On en parle dans un instant. Vous répondez à Yvan sur le côté, j'imagine, sur lequel vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Alors, la question que vous nous aviez posée, c'était quand même pour qui est-ce qu'on serait prêt à voter, et je trouvais que c'était une question très, très sympa, très iconoclaste. Moi, j'avais envie de répondre que j'avais envie de voter pour X, parce que quand je regarde ce sondage, ayant des convictions écologistes et étant plutôt de gauche, évidemment, je ne trouve pas ma part là-dedans, parce que, bon, c'est vrai qu'Europe Écologie Les Verts a un score absolument... très petit, alors qu'en même temps, depuis la démission de Nicolas Hulot, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est structuré politiquement autour du débat, et on voit bien qu'après l'été de canicule qu'on vient de vivre, cette question, cette émergence politique de l'écologie, elle est dans le débat, mais elle n'est pas représentée électoralement. Pas encore, donc moi, j'aspire à X, et je voudrais quand même faire remarquer qu'à mon avis, pour l'instant, à 8 mois, le ni droite ni gauche, ça fonctionne exclusivement pour renforcer la droite, voire l'extrême droite ou le conservatisme populiste, et que ça détruit la gauche. Or, je ne suis pas sûre, on parlera ensuite du plan pauvreté d'Emmanuel Macron, je ne suis pas sûre en fait que le clivage gauche-droite ne soit pas en train de réapparaître assez fortement, et je trouve que les sondages aujourd'hui ne rendent pas compte de ça, et de choses sans doute qui sont souterraines, mais qui se révéleront, je pense, dans 8 mois, ou avant d'ailleurs, peut-être d'ici la fin de l'année, sur l'écologie, sur la différence entre la gauche et la droite. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais je ne sais vraiment pas pour qui voter, et peut-être... Ils ne savent même pas qui va y avoir un vote. Voilà, et peut-être même, pour l'instant, ils disent qu'ils vont voter pour La République En Marche et le Modem. Enfin, là, Richard Ferrand a été très mal élu à l'Assemblée nationale, notamment le candidat Modem a fait un très gros score. Et on voit bien que même cette alliance de La République En Marche et du Modem, elle est en train d'avoir du plomb dans l'aile. Donc on voit qu'il y a une reconfiguration politique qui va se produire. Et je pense que le sondage, aujourd'hui, il montre en creux que ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça du tout que ça va se passer. Nicolas Vidal, sur ce, et puis on peut peut-être élargir aussi un petit peu à ce qui vient de se passer à Strasbourg, le vote de la droite européenne contre Orban. Orban, effectivement. Ouais. L'article 7, moi je vais être très clair, je suis profondément européen, ça c'est sûr, c'est une certitude. Mon père polonais, ma mère italienne, donc nous avons fait France
au fil des années, des dizaines d'années. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une aspiration souverainiste forte. Et je suis d'accord une nouvelle fois avec Yves Roussel. Cette polarisation, je suis désolé, chers amis, je sais bien, je n'aurai pas j'ai un débat permanent. Je n'aurai pas de certification idéologique ou là je vais avoir une contravention idéologique, comme dit Mathieu Bocoté. Mais à la question pour qui voteriez-vous, je vais voter pour un parti ou des gens qui vont respecter la souveraineté des peuples. Voilà. Effectivement, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas forcément aujourd'hui sur l'échiquier politique des gens qui peuvent correspondre à ça. Voilà, on a vu l'effondrement absolu de Marine Le Pen, on est tous d'accord, je crois, pour dire ça. Effectivement, aujourd'hui, il faudra des gens qui soient... le score du Rassemblement national, il est quand même étonnant. Il est étonnant, mais parce que je crois qu'aujourd'hui, me semble-t-il, c'est pour la population qui est en train de se rendre compte qu'il y a eu vraiment un déni de démocratie de la part de Bruxelles, concrètement déni de démocratie. D'ailleurs, j'avais fait une tribune dans le Figaro sur les Gaulois réfractaires de Macron, où les peuples, je crois que l'Europe ne se fera plus. Sans les peuples, l'Europe ne se fera plus contre les peuples. Voilà. Et je crois que ce clivage-là est extrêmement important et les élections de mai 2019 sont cruciales pour moi. Elles sont cruciales. Et on verra si le peuple français prend conscience de toute l'ampleur et de toute la structure cruciale de ces élections en mai 2019. Voilà. Quelques réactions, en tout cas déjà le résultat du vote de la question qu'on vous posait sur Twitter. Savez-vous pour qui vous voterez aux élections en mai 2019 ? Eh bien, vous êtes 63% à dire que oui. Et Catherine nous dit, elle ajoute juste à l'instant, j'espère vraiment que le mouvement En Marche perdra. C'est son opinion. Marc, juste avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on donne un autre élément de réflexion. C'est effectivement les domaines qui compteront le plus dans le vote. Question qu'on posait, eh bien, on s'aperçoit que les thèmes, ils sont exclusivement franco-français. Enfin, tout dépend ce qu'on... Enfin non, c'est pas vrai, parce que l'immigration... Mais en tout cas, c'est quand même le pouvoir d'achat qui arrive en tête. Et donc, l'Europe, à part pour l'immigration, elle intervient évidemment dans ces thèmes, mais ce n'est pas le plus déterminant. Non. Surprise, pas surprise ? Non, pas surpris. Ça correspond assez au domaine de préoccupation des Français aujourd'hui. Maintenant, moi, quand vous m'avez envoyé les thèmes un peu plus tôt, je me suis penché sur quel était l'état des sondages. Vous n'êtes pas spécialement privilégié, hein, je précise. Non, bien sûr, tout le monde est le même enseigne, on est d'accord. Non, oui, parce qu'on bosse un peu avant, on a les thèmes avant, on ne les découvre pas sur le plateau. J'ai regardé Ne dévoilez pas toutes les ficelles de point de vue. Quels étaient les sondages 9 mois avant l'élection présidentielle ? C'est bien parfois de se replonger un peu. Alors Alain Juppé était président de la République. J'allais dire Nicolas Sarkozy, parce que je les confonds. Emmanuel Macron était ministre de l'économie, pas candidat. Tout le monde se demandait si François Hollande allait être candidat. Et François Fillon, personne n'en parlait, parce que tout le monde le ridiculisait en disant ce mec n'existe pas. Donc c'est très compliqué de se projeter à 9 mois d'une élection pour savoir quels seront les thèmes qui, dans 9 mois, seront dans l'actualité, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Les gens voteront en mai 2019. On dit quand même souvent que les élections européennes sont un scrutin où l'enjeu national passe d'abord. Et tout le monde s'en fout. Je veux dire, c'est l'élection où on vote le moins. C'est l'élection où on vote le moins. Je ne suis pas sûr que tout le monde s'en foute cette fois-ci, parce que je crois qu'il y a une dramatisation autour de cette élection. On en reparlera quand tu auras Macron s'est tellement impliqué dans cette élection que cela risque de devenir également une sorte de plébiscite. 35% de participation. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas convaincu avec vous, Marc. Moi, je pense une chose. Il faut se rappeler qu'en 2014, le Front National avait fait un très gros score aux élections européennes. Il avait gagné. Et je pense que je vous rejoins sur l'idée que la nation continue à être une question ouverte et que la façon dont Emmanuel Macron en fait présente l'Europe d'une manière très conceptuelle, extrêmement abstraite et quelque part dont il n'a pas réussi pour l'instant à créer des alliances fortes au niveau gouvernemental. Oui, et puis Angela Merkel lui dit plutôt non. Il y a aussi le Brexit et donc il y a quelque chose sur le fait d'inventer une autre Europe qui soit compatible avec cette pensée de la nation. Et pour l'instant, on voit. Ça fait 20 ans qu'on entend ça. Non, mais je suis désolée. J'étais pas sur point de vue il y a 20 ans. J'étais déjà née. Je parle pas de vous, forcément. Vous avez raison. Mais je pense que peut-être que c'est le moment parce que sinon il y a quand même des gens qui disent ça va être la dernière élection européenne et après l'Europe va disparaître en tant qu'institution. Vous avez aujourd'hui des marqueurs forts. Vous avez l'élection de Matteo Salvini en Italie. Vous avez Orban. Qui reprend Mussolini, c'est-à-dire qu'il reprend les déclarations de Mussolini. Oui. Donc la question du fascisme, elle est quand même posée en Italie. En fait, je crois qu'on doit revenir toujours au peuple. On doit revenir toujours au peuple. Et en Autriche, vous avez le chancelier. Vous l'avez dit aussi, Macron est aujourd'hui seul sur le front de l'Europe. Seul, parce que Merkel aussi est en train de se rendre compte qu'il y a un vrai problème. Et les sondages que nous avons vus sur le pouvoir d'achat, et nous en parlerons, le plan pauvreté, cette politique ultralibérale et l'immigration,
il y a aujourd'hui, l'Aquarius a fait basculer l'opinion publique, ou du moins a accéléré la prise de conscience du problème migratoire, je le pense. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, je crois que les dés ne sont pas jetés, parce que c'est jamais jeté, mais il y a une prise de conscience populaire qui me semble qui devrait être importante en mai 2017. Juste une dernière chose, Marie-Amélie, excusez-moi, mais c'est que le Brexit, c'est fin mars. Et donc moi, je suis d'accord avec Yvan, là, c'est à noter, hein, sur le fait que sur cette question des élections européennes, moi je ne crois pas à une abstention forte. Je pense qu'il y a quelque chose qui va monter en puissance et que ça sera peut-être enfin quelque part une vraie élection de débat. D'autant que la question centrale qui va être posée, outre celle de Macron qui s'est mis en tête de liste, c'est de savoir si oui ou non nous sommes prêts à régler cette question de civilisation, parce que c'est ceci aujourd'hui qui est posé, bien au-delà du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est une chose, naturellement, mais je ne pense pas que ce soit prioritaire. En tout cas, ce n'est pas ce qui apparaît au cœur même de toutes les enquêtes d'opinion et des votes que l'on peut observer en Europe. Aujourd'hui, c'est la question de la civilisation. Est-ce que nous sommes encore une Europe qui veut faire peuple, qui est une Europe qui avec une cohésion historique, une cohésion culturelle, ou est-ce que nous venons un pays multiculturel qui est tel que l'Union européenne actuelle aimerait que nous soyons. Et donc c'est cette question-là qui doit être résolue, et elle sera résolue avec ces européennes. Et je pense que c'est vraiment un enjeu qui risque de mobiliser, contrairement à ce que vous pensez, je pense, qui risque de mobiliser les électeurs. À propos de cohésion, Viktor Orban, il y a 2 jours, vous votiez pour l'exclusion ou... Moi, je ne votais pas pour l'exclusion de Viktor Orban. D'ailleurs, je pense que c'est... Et d'ailleurs, c'est une très mauvaise... C'est un mauvais signal que lance la droite qui, alors si on suit les lignes, mais a priori, ce ne reste qu'un épisode, qui est en train de se macroniser. Si vraiment la droite française tente de se macroniser, le Rassemblement national a déjà gagné, il remportera la timbale, c'est évident. Donc là, il y a un défaut d'analyse que je ne comprends pas, enfin que je comprends bien malheureusement de la part de cette droite qui mérite toujours d'être qualifiée de la plus bête du monde, parce qu'il y a eu une sorte de pression, et Macron a gagné incontestablement dans ce premier bras de fer, mais ce n'est qu'un premier bras de fer. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas laisser non plus Emmanuel Macron dicter les termes de ce débat européen. Il a dit que c'était progressiste contre populiste. Moi, personnellement, je vois beaucoup d'autres débats possibles à traiter au niveau européen. Sur la question écologique, il est clair que l'Europe, par exemple, a été un fer de lance là-dessus, sur les questions environnementales, et que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc il y a un sujet transformation du modèle et comment est-ce qu'on fait l'investissement économique nécessaire. Il y a un sujet Europe versus reste du monde, la question américaine, quel est notre pouvoir de peser. Et puis je voudrais quand même dire une chose, c'est que l'Europe, certes, j'entends bien l'idée de la cohérence, mais la façon dont elle ne pense pas sa relation au Sud explique aussi pourquoi, face à la question migratoire, elle est totalement divisée. Nous pensons de plus en plus l'Europe de l'Est, parce qu'il y a un tropisme allemand, mais sur la question algérienne, sur la question africaine, sur la façon dont l'Europe doit s'impliquer sur la question des pays en développement, il y a une béance. Et la France, qui longtemps a joué un rôle là-dessus, aujourd'hui ne le joue plus. Donc je trouve que sur la question de la Grèce, par exemple, il y a des choses très importantes, y compris les États du Sud qui sont au sein de l'Europe ont le sentiment d'être aujourd'hui orphelins, et ça donne à Matteo Salvini un espace immense parce qu'il y a une absence de politique européenne sur l'Italie, sur la Grèce et sur les pays de la Méditerranée. Ouais. Arnaud nous dit, avec un peu d'ironie, et si nous votons populiste, quelles seront les punitions contre la France de la part de l'Europe ? Et le commentaire, c'est le nom de notre internaute. Ça dépend quelle sera la majorité européenne. Oui, peut-être. Effectivement. Quel est le programme de Macron sur le chômage, le pouvoir d'achat, l'immigration, la sécurité et l'islam en France ? En interrogation. Il n'a pas dit l'environnement. Non, il a oublié de parler, c'est peut-être volontaire, mais en tout cas, c'est pas dans la liste. L'écologie est devenue un conservatisme. Normalement, si vous acceptez cette séparation... On fera un spécial. Un sujet à part. Vous devriez nous rejoindre. Car un conservateur est forcément écologiste. Alors, si on peut parler aussi un peu du plan pauvreté. Alors, la cantine à 1 euro, mais aussi un service